dans la commune de Cocody, d'importantes quantités de drogue saisies et plusieurs interpellations. L'opération était initiée par le commissariat du 8e arrondissement. Dans le journal également, on s'intéressera à cette initiative, un champ de maïs pour soutenir le foyer des jeunes filles de Kong. Le projet émane des cadres de la région. On reparlera ce soir des attentats de Paris. La traque contre le principal suspect et l'enquête se poursuivent. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Football pour commencer. Le Libéria battu par la Côte d'Ivoire. C'était cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Victoire des éléphants avec un score de 3-0. Il s'agissait du match retour comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. En match aller à Monrovia, pour rappel, la sélection ivoirienne avait battu la semaine dernière le Libéria par 1-0. Après les attentats du 13 novembre, la France garde la confiance de l'UEFA. L'Euro 2016 aura lieu en France. Concernant ces attentats, la traque du principal suspect et l'enquête se poursuivent. La voie de la revendication vidéo de Daesh a été identifiée. Les restaurants et hôtels de la capitale enregistrent des annulations conséquentes. La France, qui tente de mobiliser ses alliés, a déjà reçu ce matin le soutien de l'Union européenne et ses États membres. Il n'est pas question aujourd'hui d'arrêter cette formidable fête populaire que sera l'Euro 2016. Le message est clair pour le ministre des Sports Patrick Caner. L'Euro 2016 de football se déroulera bien en France et d'ajouter en aucun cas le sport ne peut être arrêté par le terrorisme. Lors du match amical Angleterre-France, mardi soir à Wembley, un hommage vibrant devrait être rendu aux victimes des attentats de Paris. Les joueurs anglais avaient déjà observé une minute de silence hier lors d'un entraînement. La traque de Salah Abdeslam et l'enquête sur les attentats de Paris se poursuivent. La police belge a émis mardi un nouvel avis de recherche à l'encontre du principal suspect des attentats. Il pourrait être lourdement armé, toujours selon les autorités belges. 2 chambres d'un appart-hôtel d'Alfortville dans le Val-de-Marne ont été louées la veille des attentats avec la carte bancaire de Salah Abdeslam. Les enquêteurs s'interrogent également sur la possible présence d'un deuxième homme ayant participé aux attentats et qui serait en fuite. Mardi matin, une Clio noire immatriculée en Belgique, qui pourrait avoir servi à la préparation des attentats, a été retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris. Par ailleurs, la voix du djihadiste dans la vidéo de revendication des attaques a été identifiée. Il s'agirait de Fabien Klein, un Toulousain de 36 ans d'origine réunionnaise, un proche de Mohamed Merah. Déplacement de François Hollande aux États-Unis et en Russie, demande d'assistance militaire aux pays de l'Union européenne. 4 jours après les attentats, la France tente de mobiliser ses alliés contre l'État islamique en Syrie. La nuit dernière, 10 avions français ont de nouveau bombardé Raqqa, le fief de Daesh. La Russie a également mené une série de frappes dans le nord de la Syrie. Poutine a ordonné à sa marine en Méditerranée de coopérer avec les alliés. Conséquence directe des attentats, les restaurants et hôtels de la capitale enregistrent depuis samedi des annulations conséquentes, laissant présager des mois à venir très difficiles selon les professionnels du secteur. Dans l'hôtellerie, la baisse globale du chiffre d'affaires est estimée à 50% pour le seul mois de novembre. L'annulation des réservations pour le Salon des maires de France, notamment, s'avère catastrophique. Ces attaques revendiquées par le groupe État islamique ont visé un stade, une salle de concert et des terrasses de café parisiens. Pour rappel, ces attaques ont fait au moins 129 personnes tuées et 350 blessées. Au moins un Ivoirien est parmi les victimes, selon un des témoignages recueillis. Regardez. On a un ami qui est mort, en fait, son travail, c'est la sécurité. Donc moi, c'est le copain de la petite sœur de ma copine, c'est un jeune Ivoirien, il a à peu près 32 ans. Bon, nous, on sait d'habitude qu'il fait la sécurité dans les magasins, on ne savait pas que... Et dans les boîtes de nuit, en fait. Nous, on ne savait pas qu'il faisait la sécurité ici au Bataclan. Donc, il est mort devant le Bataclan, il a été tiré dessus le premier. La France, c'est un pays d'accueil qui accueille tout le monde sans distinction de peau ou de couleur. Et les gens se lèvent pour s'amuser, ils meurent comme ça, c'est horrible. Moi, je pense à mon ami qui est mort. Donc, c'est important qu'on soit ici aujourd'hui. Je pense aux mamans qui ont perdu la vie. Je pense à celles qui ont laissé des enfants derrière elles. Je pense à tous les parents. Je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France, elle défend les droits des... Pourquoi? Pourquoi tout ça? Mais ce matin, c'est moi qui les ai accompagnés à l'école, chacun son tour par un scooter, parce que ma fille elle a eu peur. Elle pleurait. Ils veulent tous dormir dans la même chambre. Et ce matin, je les ai amenés à l'école. Le petit, je l'amène souvent, mais la grande de 12 ans, j'ai dû l'amener ce matin à l'école parce qu'il avait peur de prendre le métro, il avait peur. Ce soir, celui-là qui récupère à 15h parce qu'il a peur de se trouver toute seule dehors. Ils ont peur, ils crient la nuit, ils ont passé des nuits cauchemardesques, ils n'arrêtent pas de crier, de se mettre des films, malgré on leur explique, mais ils ont peur. On essaie de changer, mais avec tout ce qu'ils ont vu, on leur a expliqué ce qui s'est passé, mais ils ne comprennent pas réellement pourquoi. La question, c'est pourquoi ils ont fait ça, pourquoi autant de morts. C'est des méchants, le petit, il nous dit. Des méchants. Il nous dit c'est des méchants. C'est des méchants, mais maman, pourquoi ils font ça? Et on évoque à présent ce crash de l'avion le 31 octobre dernier dans le Sinaï en Égypte. C'était bel et bien un attentat. 2 semaines après le crash, la Russie admet pour la première fois la piste terroriste. L'attentat avait provoqué la mort de 224 personnes. La Russie est prête à offrir 50 millions de dollars de récompense en échange d'informations pouvant aider à identifier les responsables du crash. En bref, lutte contre les djihadistes, les autorités tunisiennes ont arrêté 17 personnes. Elles sont suspectées de planifier des attaques d'envergure contre les hôtels et les forces de sécurité. Plusieurs fumoirs détruits dans la commune de Cocody, d'importantes quantités de drogue saisies et plusieurs interpellations. L'opération était initiée par le commissariat du 8e arrondissement, appuyé par les éléments de la gendarmerie nationale. Abou Sanogo. C'est reparti avec l'opération de démantèlement de fumoirs. Commune de Cocody, commissariat du 8e arrondissement. Débriefing fait par le commissaire divisionnaire Kounyemanité, chef du district de Cocody. Conseil d'usage avant de se déporter sur le terrain. Zone choisie, le quartier Washington. Objectif, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Plusieurs éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la gendarmerie nationale conduite par le commissaire Oufé Yacinthe investissent ce quartier précaire qui regorge de fumoirs. Des habitations sont vite détruites. Toute la zone de Washington est passée au peigne fin avec l'interpellation d'individus porteurs de drogue et la saisie de faux documents et d'engins volés. Ailleurs, certains sont cueillis dans la broussaille à l'aide de gaz lacrymogènes. Le commissaire Oufouette et ses hommes se sont déportés par la suite de l'autre côté de Washington. À leur vue, un individu prend la fuite. Il se jette dans un ravin, d'autres également. Pendant le ratissage, un fumoir est découvert. Là gît un toxicomane. Il est secouru par les forces. Ce fumoir avec ses baraques de fortune a été détruit. Des individus interpellés, des cachets de cannabis, des objets et plusieurs faux documents saisis. Côté lycée technique, un autre fumoir a été détruit et de la drogue saisie. L'endroit a été assaini par la suite. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale de la police nationale dirigée par l'administrateur général Bredoumbia et pilotée par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité. Tout à fait. Autre chose, 600 étudiants vont bientôt intégrer la fonction publique. Ces étudiants sont issus de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Les détails avec Herman Niamien. Jean-Serge Godet est diplômé de l'École nationale des théâtres et de danse. En s'inscrivant dans cette école, ce titulaire de master en pratique théâtrale dit être venu se former pour avoir les rudiments nécessaires pour assurer son autonomie. Les études terminées, la réalité est tout autre. Après la formation, nous avons essayé tant bien que mal d'être sur le terrain, c'est-à-dire participer au festival, participer à toutes ces activités artistiques. Mais ce n'est pas facile pour un étudiant qui sort de l'école de théâtre de pouvoir se prendre en charge parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir être autonome parce que le milieu théâtral en Côte d'Ivoire vraiment n'avance pas. Comme Jean-Serge, ils sont 1400 étudiants qui ont fini leurs études à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle qui peinent à avoir un premier emploi. L'État, conscient de cette réalité, a décidé cette année de recruter 600 diplômés de l'INSAC. Musique, professeur de collège et professeur de lycée, un total de 260. Pour les arts plastiques, un total de 270. Pour le théâtre, nous aurons donc 10 postes. Pour la danse,
20 postes, le cinéma 40 postes. Les étudiants venus nombreux assister à ce point presse se réjouissent de la nouvelle. Je pense que c'est une très belle opportunité parce que les années antérieures, ce problème-là a surtout fait une difficulté, une peur au niveau des étudiants. Mais en apprenant qu'il y a 600 places, cela donne au moins la chance à tous les étudiants qui sont ici de se présenter et quelque part d'avoir un boulot. C'est un ouf de soulagement vu que les années précédentes, les places n'étaient pas assez nombreuses. Et puis il faut dire qu'il y a un combat qui a été fait. Nous remercions le gouvernement d'avoir répondu aux cris de cœur des étudiants. Ce recrutement se fera à l'issue d'un concours co-organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère de la culture et de la francophonie. Les inscriptions ont commencé et le concours se tiendra en janvier 2016. Et on évoque à présent cette initiative, un champ de maïs pour soutenir le foyer des jeunes filles de Kong. L'idée émane d'un cadre de la région, toute chose qui contribue au maintien de la jeune fille à l'école. Le reportage est signé Kader Sogodogo. La promotion du genre est depuis belle lurette une question qui tient à cœur au gouvernement, d'ailleurs soutenu par les partenaires au développement. La scolarisation de la petite fille est d'ailleurs une obligation en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour l'environnement qui est de plus en plus propice pour les jeunes filles afin de faire d'elles des cadres au service du développement de la Côte d'Ivoire. À Kong, un foyer des jeunes filles est sorti de terre pour justement faciliter les conditions de formation de ces jeunes filles. Un cadre, Sangaré Draman, lui, offre un champ de maïs de 45 hectares pour soutenir ce foyer. La culture, c'est la meilleure façon d'aider le monde. La vente de ces champs de maïs, ce serait pour accompagner les jeunes filles, n'est-ce pas, à continuer d'aller à l'école pour diminuer le taux d'analphabétisation. La vente des récoltes servira à offrir des vivres et non-vivres pour le bon fonctionnement du foyer des jeunes filles de Kong. On s'intéresse à présent aux motocyclettes. Ce moyen de locomotion est désormais inscrit dans les habitudes de la population à Bouaké, à tel point que la chaîne de montage se fait sur place. Ce soir, incursion dans l'univers du commerce des motos. Léon Brou. Bouaké, quartier Yamourou, Mamadou, 20 ans, mécanicien, assemble des pièces détachées. Sa spécialité, le montage de motos, un métier qu'il exerce à la suite d'une formation de 3 mois reçue auprès d'Indiens. Selon lui, obtenir une moto opérationnelle passe par différentes étapes. On est 3. Moi, je fais côté des moteurs. Mon frère, lui, il fait côté des derrière, pinés, les capots. Notre patron, lui, il fait devant. Guidon, les contacts, l'électricité aussi. Côté des moteurs, là, il faut que tu sais un peu. Il y a un câblateur, les posters. Les fils qui sont déplacés là, tu dois mettre tout ça avant de monter le moteur. Tu dois serrer les chaînes, les valants, les postes qui sont enterrés là. Pour monter une moto, on peut faire 1 heure de temps. Par jour, on peut faire 10 motos. Et des fois, on peut monter 15 aussi. Les motos vendues à Bouaké proviennent en grande partie de la Chine et de l'Inde. Elles arrivent en pièces détachées conditionnées dans des caisses. Après assemblage de ces pièces, le tour n'est pas toujours joué. Des tests s'imposent. Il y a des clients qui veulent avoir les motos en caisse. Ils veulent aller monter d'eux-mêmes, voir le processus de montage. Il y a d'autres qui veulent qu'on monte devant eux ici. Si c'est le cas, on a nos enfants qui ont été formés par des spécialistes chinois, indiens, qui ont fait des stages de 3 mois pour qu'ils puissent monter les motos de manière vraiment conséquente. Il va qu'il y ait des panneaux de moteurs et autres. Les tests se font lors de l'achat de la moto. Lorsqu'un client paie une moto, avant qu'il ne parte avec la moto, on fait l'allumage ici. Les entretiens ici, les serrages et autres. Et le client fait des tours en ville pour voir si la moto est en forme. Donc quand il y a ces problèmes, il revient vers vous. Il revient vers nous et nos enfants sont là juste pour cela. Dans tous les cas, une fois la moto montée, elle est exposée pour sa vente. Les mécaniciens passent ainsi le relais aux commerçants, des jeunes qui ont également trouvé leur mode d'insertion socio-professionnelle, comme c'est le cas de Nassir. Depuis 2003, je vends les motos. À ce temps, il n'y avait rien, nous on ne travaillait pas. Au lieu de s'asseoir, tu ne fais rien, tu t'engages pour faire quelque chose, pour avoir mangé. Je travaille avec l'un de mes patrons et c'est lui qui m'a montré les circuits. Donc on partait prendre les motos à Korogo. On a commencé comme ça, un peu jusqu'à aujourd'hui. Le montage de moto, une chaîne à 3 maillons représentant des spécialités différentes. Un mécanicien chargé du moteur, le deuxième de l'avant,
et le troisième mécanicien chargé de l'arrière de la moto. C'est donc un secteur pourvoyeur d'emplois, malheureusement encore dans l'informel. Et on termine sur ces images. En Guinée, la dernière patiente atteinte du virus Ebola dans le pays s'est rétablie et a quitté le centre de traitement. Des tests effectués sur le patient sont négatifs. C'était un bébé. La Guinée pourra déclarer la fin de l'épidémie si aucun nouveau cas n'est signalé dans les 6 prochaines semaines. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur les antennes de la RTI.